bah, du coup, bah, ce soir, alors, donc c'est parti. Donc, encore une fois, la thématique, elle est juste ultra, ultra intéressante. Je pense qu'en fait, on va suivre ton plan parce que donc, tu as un plan en tête. Et puis après, à ce moment-là, moi, ce que je ferais, c'est que très certainement, je rebondirai J'ai pas, sur sûrement ouais. de. J'ai pas vraiment de plan en tête. Je pense que pour ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire presque tout le monde, euh, je suis donc la maman d'un petit garçon de 3 ans qui a une malformation cérébrale qui s'appelle polymicrogyrie et du coup qui entraîne une paralysie cérébrale. Euh, Aujourd'hui, la principale problématique de Jack, on va l'appeler Jack parce qu'il s'appelle Jack en fait, c'est vraiment une hémiparésie du côté gauche et il a un peu de mal à se servir de sa main gauche, mais on travaille tous les jours, on fait de la rééducation, kiné, ergothérapie, Feldenkrais, le stage Habitil, des stages intensifs, etc. En fait, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et pour laquelle j'ai proposé cette thématique à Gabriel, c'est que depuis donc ces 3 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de parents euh, avec des vies différentes, des problématiques différentes, des enfants à problématiques différentes. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est tout d'un coup ce, ce désir de tout donner pour son enfant, de lui donner toutes les meilleures chances pour évoluer au mieux, euh, mais avec quelque part un peu cette, cette absence de lui-même. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de parents qui avaient arrêté de travailler parce que forcément, un enfant a un besoin spécifique. Selon les besoins, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça demande aussi beaucoup d'argent, ça c'est une certitude, mais du coup on essaye de trouver le moyen de se faire aider, etc. Mais donc beaucoup de parents, enfin de mamans souvent, c'est vrai, qui arrêtent de travailler, qui arrêtent leurs activités, on va dire extrascolaires, c'est-à-dire leurs hobbies, je sais pas, des mamans qui faisaient de la danse, qui faisaient de la peinture, qui aimaient bien sortir régulièrement avec leurs copines pour boire un verre, qui ont mis tout ça de côté. Euh, Par manque de temps, par manque d'envie, souvent aussi par culpabilité, de se dire pourquoi moi je vais aller tout d'un coup m'éclater et prendre du temps pour moi alors que j'ai un enfant à la maison qui a vraiment besoin de moi. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. En fait, ça, c'est pas possible. Un, pour soi-même, c'est-à-dire que on reste des individus à part entière. Et je pense que c'est le piège dans lequel on peut tous tomber, de tout d'un coup s'identifier à je suis maintenant le parent d'un enfant à besoins spécifiques. Je suis le parent d'un enfant handicapé, d'un enfant malade, et je suis identifiée comme telle. Et je m'identifie comme telle parce que je ne dois plus être que ça, mais on n'est pas juste que ça. Et je pense que c'est un, ça devrait être une règle qu'on se donne à chacun de continuer d'être une personne à part entière, d'être nous et de reconnecter avec ses désirs propres. Et je crois qu'à un moment donné, quand on est dans l'engrenage, c'est difficile de retrouver le chemin de comment on fait. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être on peut envisager de discuter sur le comment. Comment on réussit à reprendre du pouvoir sur sa vie, à retrouver un peu quels sont réellement nos désirs. Parce que ça aussi, c'est pas forcément évident. On a perdu un peu le goût à ça, quoi. Surtout que, alors disons-le tout de suite, hein, c'est que finalement, en fait, en soi-même, en tant que parent, tu me diras si je me trompe ou pas, hein, mais que soi-même, en fait, finalement, en retrouvant, entre guillemets, en fait, notre vie, sans forcément trop prendre en compte le handicap ou les besoins spécifiques de notre enfant, finalement, on l'aide aussi, en fait, à travers ça. Ah, Parce mais que, bien sûr. justement, on fait comprendre aussi à l'enfant, on fait passer ce message-là à l'enfant, que, on a le droit, finalement, en fait, d'être heureux aussi en tant que parent parce qu'on arrive à surmonter le handicap de notre enfant. Mm. Je pensais qu'on en parlera un peu plus tard, mais évidemment, Bon, bien. je voulais aussi traiter ça. C'est que l'enfant, lui, il, a, il ne nous a pas demandé.
de nous oublier pour lui. Il ne nous a pas demandé de tout faire pour lui et de mettre de côté ce qui nous anime vraiment pour lui. Et je pense que au-delà de ça, ça lui met une charge supplémentaire, une culpabilité à lui sur les épaules si tout d'un coup, maman... je lui ai pas demandé à maman d'arrêter d'aller danser et du coup moi j'aimerais bien qu'elle y aille parce que je suis sûre que ça pourrait la rendre un peu plus heureuse, que ça pourrait lui donner plus d'énergie, que ça pourrait lui faire voir les choses autrement et potentiellement lui donner plus d'énergie pour me supporter dans le bon sens du terme, me suivre dans toutes mes rééducations, etc. Je crois vraiment que les enfants, et le jour où j'ai pris conscience de ça, c'était en voyant le reportage d'un enfant polyhandicapé qui ne marchait pas, qui ne parlait pas, donc il n'avait pas, je n'ai pas entendu ces mots sortir de sa bouche qui disaient maman, prends soin de toi, ou papa, vous faites beaucoup, beaucoup pour moi, mais lâchez du lest, respirez et prenez aussi du temps pour vous. Donc peut-être que j'ai complètement fabulé, je ne sais pas, mais quand j'ai vu ce reportage avec cet enfant, vraiment je me suis dit, c'est génial, ses parents se démènent absolument comme des lions pour lui, mais c'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même, ça met quand même de la pression sur ses épaules et il n'a pas demandé ça, en fait. Et c'est dur à entendre, c'est dur en tant que parent, et je suis ce parent, je suis vraiment ce parent qui met la gomme, qui fait tout pour son enfant, qui contacte des thérapeutes du monde entier, qui essaie de faire des tas et des tas de stages, de rééducation. Il y en a beaucoup ici là, qui connaissent les stages Habitil. Ça m'a pris plus de 6 mois, mais j'ai contacté le monde entier. C'est pas la France. J'ai cherché cet enfant qui allait être l'enfant binôme pour participer à l'étude. Je l'ai cherché dans le monde entier, vraiment, quoi. Donc, vraiment, je ne dis pas qu'il faut lâcher du lest à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut réorienter ses désirs et ses objectifs de vie en tant qu'individu. Et ça peut être deux choses différentes, en fait. On est parent, on est un être humain à part entière, on est mari ou femme, concubin, peu importe, on est amant, on est maîtresse, enfin bref, on a plusieurs polarités. Et je pense que c'est bien de régulièrement se le rappeler et au-delà de se le rappeler, de mettre des choses en place pour accéder à une vie qui nous enrichit et qui a du sens pour chacun, quoi. Alors, du coup, bon, alors, si tu es d'accord, en fait, ce qu'on peut faire, parce que finalement, en fait, tout ça, ça soulève quoi? Ça soulève déjà, en fait, la question de comment on vit le diagnostic, l'annonce du diagnostic du handicap ou des besoins spécifiques de notre enfant. En fait, ça part de là. Ouais. Parce que donc, il y a déjà, en fait, un diagnostic qui est posé. Donc, alors là, bon, après, je sais que chacun d'entre nous, d'entre vous, en fait, on a des expériences qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, il ne faut vraiment surtout pas hésiter en fait, à partager également vos expériences. Peut-être que vous êtes tombé sur un médecin qui n'avait pas de cœur, qui était ultra froid, c'est vrai. Peut-être que vous êtes tombé sur des praticiens qui, au contraire, en fait, vivaient les choses vraiment comme vous et vous vous sentiez soutenu et épaulé par le praticien. Et peut-être que vous êtes un parent qui est extrêmement fragile aussi et que du coup, bah, c'est difficile pour vous d'admettre certaines Ouais. choses. Au contraire, vous êtes un parent qui est ultra fort parce que c'est dans votre nature d'être quelqu'un qui veut se battre et qui veut surmonter les problèmes. Tout ça, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mais déjà, en fait, de base, comment on vit l'annonce du diagnostic qui concerne notre enfant? Alors, bah, je vais répondre juste déjà Ouais, pour moi, hein, parce que c'est différent, comme tu l'as dit, pour chacun. Et la différence, elle est liée à notre histoire propre, à ce qu'on a vécu auparavant, finalement. À comment nous, parce que vraiment, j'aimerais à chaque fois qu'on revienne à soi, et non pas à la parentalité en tant que telle, euh,
voilà, la façon dont on accède à ce diagnostic est propre à chacun. Et en ce qui me concerne, évidemment, ça a été une sorte de tsunami parce que je suis arrivée, j'avais un petit garçon qui avait 8 mois, qui était en pleine forme, qui avait la pêche, qui était souriant, qui présentait pas véritablement de problématiques, de grosses problématiques, si ce n'est qu'effectivement, bah, il avait 8 mois, puis il était toujours comme ça, et puis il attrapait rien de la main gauche. Euh, il marchait pas à quatre pattes, il n'essayait pas de se relever. Donc, bon, on a décidé quand même de consulter. Et c'est vrai qu'à la première consultation, avec la neuropédiatre, elle aussi paraissait pas tellement inquiète face à Jack. Donc elle nous a proposé de faire une IRM qui a été faite dans la foulée, dans la semaine qui a suivi. Et là c'est devenu, on est passé du c'est pas tellement inquiétant, il y a peut-être une lésion liée à un AVC anténatal à c'est une catastrophe, tout est noir, on ne sait pas s'il marchera, on ne sait pas s'il parlera, on ne sait pas s'il sera 10 tous les 10. On ne connaît rien de son avenir à ce jour parce qu'il a 8 mois, que c'est quand même encore très petit, donc on n'a aucune visibilité sur l'avenir. Donc je rentre dans cet hôpital avec un enfant génial, en pleine forme, et je sors avec un enfant handicapé. Et je sors vraiment avec un enfant handicapé puisqu'elle nous demande, elle nous propose de remplir la feuille de la MDPH, de reconnaissance de handicap. Donc je sors vraiment avec un enfant handicapé. Donc je ne le regarde plus, et je crois que ça a été une des choses les pires que j'ai vécues. Je ne le regarde plus comme je le regardais 2 heures auparavant. Je le vois comme un enfant handicapé, je scrute tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il ne fait pas, justement. Je commence à le comparer, chose que je ne faisais pas, mais je commence à le comparer à d'autres enfants, aux enfants de mes amis, aux enfants du parc, enfin, je regarde sur Internet des heures durant, alors non pas ce qui est en lien avec la polymicrogérie, parce que là, effectivement, moi, je pense que j'avais juste envie de prendre une corde et de me pendre, mais j'ai pris cette décision, en fait, de ne pas regarder ça, parce que j'ai vite compris les contours de la problématique du cerveau, qui est un énorme point d'interrogation. Finalement, on ne sait pas ce qui peut devenir, ce qui peut en être. Chaque enfant est différent, chaque être humain, en fait, réagit différemment à ce niveau-là. Donc ça, vraiment, je l'ai mis de côté. Mais en revanche, voilà, cette façon de le regarder, très vite, ça m'a mis encore plus dans la culpabilité. Alors, cette culpabilité, elle est en dizaines de parties. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord la culpabilité des faits, la culpabilité personnelle en tant que maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Se remémorer ce qui s'est passé pendant toute cette grossesse, parce que potentiellement, donc, sachant que ça n'était pas lié au CMV, qui aurait pu être le cas, c'est potentiellement lié à un AVC anténatal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis mise en colère à un moment? Est-ce que je suis tombée? Est-ce que je me suis cognée? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui fait... Tous ces questionnements qui nous mettent dans la culpabilité, ça vient forcément de nous, puisque c'est arrivé à l'intérieur de nous. Et même si les médecins vous disent l'inverse, en tout cas, même s'ils me disaient l'inverse, je ne pouvais pas m'extraire de cette culpabilité-là. Est-ce que déjà tu as l'impression qu'il y a une... je pense que c'est pareil aussi pour les gens, mais déjà, en fait, il y a une inégalité entre ce sentiment de culpabilité de la part de la maman et du papa. Oui. Oui. J'en ai beaucoup parlé avec mon mari. Il était, je pense, aussi désarmé, aussi triste, aussi angoissé, apeuré, etc. Mais il le dit, lui, très honnêtement, qu'il ne peut pas se mettre à ma place. Quand on vous dit que c'est arrivé dans votre ventre, forcément, c'est pas arrivé dans le sien, quoi. Donc oui, il y a une inégalité. Après, dans l'émotion, les faits sont là aujourd'hui, il n'est plus dans mon ventre, dans l'émotion pure, de la peur, de l'angoisse, je pense que c'est quand même plus ou moins la même chose.
En tout cas, j'ai pas envie de parler au nom des papas et les papas peuvent vraiment s'exprimer. Et peut-être d'ailleurs que les papas, on ne leur laisse pas assez l'opportunité de s'exprimer parce que déjà ils ont plus de mal souvent à exprimer leurs émotions. Et En fait, ouais. pourquoi justement, en fait, moi j'avais posé cette question-là au début, c'était parce que j'ai l'impression, hein, tout ça, en gros, en fait, l'annonce du diagnostic égale quoi? Égale forcément, en fait, un peu un deuil de ce qu'on s'était imaginé pour l'enfant. Donc, Mm. et ça, en fait, il faut réussir en fait à faire le deuil de ça. Et déjà, rien que ça, en fait, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et parfois même, en fait, pour éviter ça, on passe d'abord par le déni. C'est qu'il y a aussi beaucoup de parents qui, dès le départ, en fait, ne vont même pas aller consulter Ouais. parce qu'ils ne veulent pas, ils sont bien conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le développement de leur enfant. Mais ils ne vont pas franchir le pas d'aller consulter. Pourquoi? Parce que bah, tu le dis toi-même, tout de suite on a parlé d'IRM, et rien que ça, je trouve ça ultra anxiogène en fait qu'on ait parlé d'IRM, parce que qui dit IRM, la plupart du temps, c'est pour dire, ah bah, il faut quand même en fait aller creuser un peu plus loin, donc c'est quand même quoi qu'il en soit inquiétant. Et puis l'IRM a été passé et tout de suite en fait tu es ressorti de l'hôpital avec un dossier MDPH. Mm. Donc en fait on n'a même pas laissé le temps pour toi de digérer l'information, Non. de comprendre en fait réellement ce qui se passait. Et ça, je pense que les parents en fait en sont quand même plus ou moins conscients finalement que ça peut se passer comme ça et donc ne vont même pas aller consulter parce qu'ils vont être dans le déni et ils ont peur de ce qu'on peut leur annoncer. Donc il y a vraiment cette Après, il phase y a... de déni, Ouais. éventuellement après du coup voilà, le diagnostic, le deuil de ce qu'on s'était imaginé tout pour l'enfant. Après peut-être que du coup je vais trop vite, mais après ça sera intéressant encore une fois en fait, d'avoir toi ton témoignage, mais comment en fait au final on descend plus bas pour éventuellement en fait réussir à reprendre sa vie en main et renaître, mais pour aussi en fait l'intérêt de l'enfant parce que justement en fait on regagne notre vie. Alors ça, je pense que ça, encore une fois, ça dépend vraiment des caractères de chacun et des histoires propres. Ce que je remarque quand même dans les échanges avec les autres parents que je peux rencontrer, c'est une absence de soutien de la part du corps médical. Alors, encore une fois, je mets toujours une parenthèse, c'est que j'ai quand même aussi entendu des parents me dire que leur neuropédiatre avait été superbe, euh, qu'ils avaient eu un soutien sans faille, qu'ils avaient réussi à être dirigés vers telle ou telle thérapie qui était plutôt très pertinente pour leurs enfants. Mm. Mais quand même, le plus souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on se retrouve tout d'un coup avec notre gamin seul au monde, ne sachant pas, voilà, étant obligé d'envisager de vivre, alors pour le coup, vraiment au présent, puisque pour la plupart, il y a plein de choses où on nous dit ce qui est acquis, donc voilà, il faut avancer pas à pas, jour après jour, et voir comment l'enfant évolue. Euh, mais je crois, encore une fois, que plus on revient à soi, plus on revient à son intuition de maman, de parent globalement, et plus les choix sont en général pertinents. C'est-à-dire que moi, si j'avais dû me fier à ce que cette fameuse neuropédiatre m'avait dit, ben, je suis pas certaine que Jack marcherait aujourd'hui, par exemple. Il fallait pas trop en faire. Donc, quand on a eu le diagnostic, c'était quasiment avant les vacances de Noël. Donc, il y avait 2 semaines de vacances. Enfin, les gens, en fait, c'était 2 semaines avant les vacances de Noël. Donc, les gens n'avaient pas de place pour nous recevoir, n'avaient pas, ou ne voulaient pas commencer un travail pendant une semaine et après avoir 2 semaines de vacances, etc. Donc, il y a un mois qui s'est écoulé. Pendant ce mois, j'ai tout mis en place, une espèce de protocole qui était de 2 séances de kiné par semaine, 2 séances de psychomotricité. Ça, c'était au tout début.
Et on a donc, il fallait attendre pour avoir un rendez-vous au CAMS. Ça aussi, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'en général, la plupart des parents, quand ils commencent à avoir quelques signes et se posent des questions, ben, avant d'avoir un rendez-vous avec un thérapeute, un médecin dans la spécialité, il faut attendre des mois. Ensuite, pour avoir un examen, une imagerie, il faut attendre encore des mois. Enfin, tout ça fait retarder en fait le processus. Je parle essentiellement de la paralysie cérébrale. On sait aujourd'hui que le temps compte vraiment et que plus les choses sont prises à temps et plus on a de chances de travailler dessus positivement. Et ça, déjà, c'est là où le bas blesse. Vraiment, il y a une grosse lacune à ce niveau-là, je pense. Et ta question, c'était Moi, oui, de c'était... faire le deuil oui. de cet enfant qu'on n'aura finalement plus jamais. Et effectivement, je pense que ça dépend des caractères de chacun. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être anéantis, de tout lâcher, de ne rien faire du tout pour pouvoir mieux rebondir. Il y a des gens comme moi qui vont prendre 2 heures et ensuite attaquer sur tous les fronts, comprendre vraiment les contours. J'ai dû vraiment essayer de comprendre les contours de la problématique. Qu'est-ce que c'est la paralysie cérébrale? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est quoi la plasticité cérébrale? C'est quoi ce truc vraiment? Et poser les questions à droite et à gauche. Et là, ensuite, mettre un protocole thérapeutique en place qui avait l'air d'être bien pour Jack et après l'adapter au fur et à mesure. Et je crois vraiment que, encore une fois, pendant ces 3 ans, et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire des lives et d'être avec toi aujourd'hui, c'est que ce qui m'a le plus aidé, c'est les échanges entre parents. Beaucoup plus que les discussions avec les médecins. Vraiment beaucoup plus. C'est que il faut parler, il faut échanger, il faut poser des questions, il faut se renseigner vraiment parce que ce qu'on ne vit pas dans notre foyer aujourd'hui, on va peut-être le vivre dans 3 mois, dans 6 mois, et le fait de discuter avec des gens, on se souviendra, on se dira, ah mais oui, c'est vrai, j'avais discuté avec telle personne, elle m'avait dit que sa fille ou son fils avait développé ça ou ça, et du coup était allé voir tel ou tel thérapeute, donc je peux la contacter, etc. Vraiment, ça c'est une base absolue, c'est d'échanger, de discuter, de s'entraider. Ça revient quand même assez souvent. Ça revient très très souvent, tu vois, ce ressenti de devoir, enfin, à quel point en fait ça fait du bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vont être concernées par les mêmes problématiques. Et là pour le coup vraiment, il y a pas de, comment dire, que ce soit en fait de la paralysie cérébrale, que ce soit troubles neurodéveloppementaux, que ce soit des maladies neurodégénératives, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont concernées par les mêmes problématiques. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien et puis c'est vraiment bénéfique dans le sens où en fait on repart avec au moins quelque chose. Soit c'est des pistes, c'est des conseils, c'est des contacts, mais on repart en tout cas avec quelque chose. Et ça c'est sûr que c'est extrêmement enrichissant. C'est indispensable. Et vraiment, je veux revenir sur l'intuition qu'on a en tant que parent. Vraiment, n'hésitez pas, en fait, tout ce qui est... Enfin, j'ai envie de dire que finalement, si une thérapie ne fonctionne pas, si un thérapeute n'est pas le bon thérapeute, n'est pas adapté à son enfant ou à soi ou quoi, tant que ça ne fait pas de mal, je crois qu'il faut essayer quand même. Parce que j'étais intervenue dans un congrès dont je t'ai parlé tout à l'heure, le FFIMC, là, où effectivement on parlait de certaines thérapies dites alternatives qui ne sont pas considérées par les médecins et qui évidemment ne sont pas remboursées parce qu'elles n'ont pas fait objet d'études. Mais pourtant, nous, en tant que parents, je pense par exemple au Feldenkrais. Moi, en tant que maman, je ne peux que conseiller à des enfants atteints de paralysie cérébrale d'essayer en tout cas. Peut-être que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais je veux dire, j'ai rencontré énormément de parents qui font suivre leurs enfants par des praticiens Feldenkrais et ça donne des résultats hallucinants. Et oui, c'est pas reconnu par la médecine, mais ça marche vraiment. Et c'est en ça que l'échange entre parents aussi est important. C'est que si on se réfère seulement au médecin,
Là, on est suivi par le grand professeur de la malformation cérébrale, la seule vraiment très grosse en France. Elle est très intéressée par tout ce qu'on lui dit, mais c'est vrai que si elle nous conseille un suivi pour Jack, ce sera juste kiné, psychomotricité et peut-être ergo. Effectivement, quand je lui ai parlé d'Abitil et que Jack était admis au programme et qu'il fallait lui trouver un autre enfant, elle a dit, mais c'est génial, c'est super parce que c'est quand même un projet d'étude, ça, et c'est sur la fin d'ailleurs de l'étude. Donc, ils ont 5 ans de recul et avec des résultats probants. Mais pour ce qui est du reste, vraiment, je pense qu'il faut quand même il faut échanger, discuter avec les autres parents et avoir quand même cette intuition de se dire, ok, est-ce que moi, j'ai pas envie d'essayer ça et essayer. Effectivement, c'est souvent l'aspect financier qui bloque un peu. Je... Mais ça encore, en discutant avec les parents, on peut envisager de faire des demandes auprès de certaines mutuelles, etc., de monter des projets différents. Par exemple, pour Habitil, je le dis parce que c'est important aussi, parce que tout le monde n'ose peut-être pas, mais pour Habitil, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Ça commence à chiffrer la rééduque de Jack. Mais du coup, on a dit pas de cadeau, pas d'anniversaire, pas de Noël, rien de tout ça. Et tous les amis, la famille, on fait une espèce de cagnotte, quoi. Et on est parti faire ce projet tous ensemble. Et du coup, c'est aussi un projet familial et amical. Tout le monde était impliqué dans ce projet-là et c'est chouette. Euh, alors, du coup, donc, alors, si on reprend, errance médicale, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, en fait, finalement, une consultation, et encore, lorsqu'il y a chance d'avoir une consultation, finalement, derrière, on ne sait pas trop, finalement, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Les professionnels de la Je me santé, permets de lire en même bien temps un sûr, tout je t'en petit prie, peu. les médecins, et ça, c'est vrai, c'est une réalité, et encore, vont voir les choses, Oups. forcément, Ah, je suis vont tombée. voir les choses à travers un certain prisme, en fait, hein, finalement, et c'est le prisme du professionnel de la santé qui va pouvoir donner donc quelques conseils, mais juste finalement en fait en tant que mais juste en tant que professionnel et encore parfois la plupart du temps en fait les professionnels même ne vont même pas savoir en fait vers quel autre professionnel orienter. Donc là et là pour le coup pareil donc je rebondis en fait sur ce que tu disais. On va laisser comme ça puis au final voilà Ouais. il faut vraiment en fait se faire confiance et tu sais, tu parles de l'instinct, il y a de l'instinct, il y a du bon sens, tout ça, ça c'est des choses qui peuvent également en fait aider, aiguiller les parents pour savoir peut-être un petit peu mieux quoi faire pour leur enfant et ne pas voir tout à travers le seul Ouais, prisme présenté par les médecins. Parce que ouais. si en fait on se base que sur ça, bah finalement en fait ça laisse pas toujours beaucoup de chances et d'opportunités. Donc il vaut mieux en fait se dire bah voilà on se fait confiance aussi. Alors évidemment justement d'où l'intérêt des groupes, des assos qui existent, qui sont en lien avec les mêmes problématiques parce que, il faut aussi quand même en fait se sensibiliser. Tu l'as dit toi-même, bah, du coup, ça y est, c'est parti. Il fallait que tu lises c'est quoi la paralysie cérébrale, il Oui, fallait que tu oui. lises c'est quoi la plasticité cérébrale, il fallait en fait que tu t'informes sur tout ça, parce que sinon, en fait, sans ça, tu peux pas non plus vraiment aider ton enfant. Parce qu'encore une fois, un enfant qui présente des besoins spécifiques, on le dit à chaque fois, hein, vous en tant que parent, vous êtes expert de votre enfant, ça, il y a nul doute là-dessus. Maintenant, lorsque l'enfant présente des besoins spécifiques, il faut forcément en fait, savoir aussi de quoi on parle, parce que demander à un enfant qui présente par exemple telle ou telle paralysie de bah, ça y est, de se mettre debout et puis marcher normalement, bah, s'il peut pas, il peut pas. Pour Mhm. l'instant, il peut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas après, mais c'est simplement que pour l'instant, il ne peut pas. Donc il faut aussi prendre en compte ça, il faut savoir du coup de quoi on parle lorsqu'on parle de certains handicaps ou de certains besoins spécifiques pour l'accompagner au mieux. Euh, est-ce que alors justement en fait là on n'insisterait pas sur le fait de bah, comment en fait on peut faire. Après ça c'est pareil, chacun d'entre nous on a notre propre vie. Il y a autre chose aussi dont on n'a pas parlé. Dis-moi. C'est une réalité, c'est bah, justement les parents ne vivent pas le handicap de leur enfant de la même façon et finissent par se séparer parce que c'est trop dur en fait à accepter, c'est trop dur à vivre. Donc au final, et ça moi je le vois beaucoup,
c'est finalement en fait, des parents qui se séparent parce que le papa n'a pas réussi à accepter le handicap de son enfant. Et finalement, c'était trop dur pour lui. Donc en fait, au final, il ne reste que la mère. Et dans certaines situations, il ne reste que le père et c'était trop difficile pour la mère. Donc il y a de ça aussi. En fait, tout à l'heure, quand on disait vraiment en fait, tomber vraiment en fait, au plus bas. Et puis après, bon, pour certains, réussir à se relever et reprendre leur propre vie en main pour être assez fort, pour pouvoir aider ensuite du coup cet enfant qui a besoin justement de tout plein d'accompagnement. Il y a aussi en fait la séparation des parents à cause du handicap de leur enfant. Ouais. Euh, ce ce qu'il faut envisager, c'est que euh, quand on a un diagnostic qui est posé comme ça sur son enfant, quel qu'il soit, et même si c'est mineur, on reste des parents et c'est vraiment la peur qui nous, qui nous hante et avec laquelle on vit tous les jours, au quotidien. Mais du coup, si c'est pour en venir aussi à l'individu, s'il y a autant de peur, c'est parce qu'il y a beaucoup de désir. Tu parlais tout à l'heure de faire le deuil de l'enfant qu'on avait imaginé, l'enfant de nos rêves, etc. Finalement, il deviendra l'enfant de nos rêves. Ça, c'est une Mhm. certitude. Mais effectivement, il faut quand même faire le deuil de ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait projeté, anticipé. Et on est globalement souvent tous comme ça, puisque comme on est rarement au présent vraiment, on anticipe sur le futur de ce qui va se passer. Et si, et j'aimerais que, et il va être. Donc c'est difficile, mais effectivement, ça génère des peurs. Et si ça génère autant de peurs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de désir derrière. J'avais le désir que mon enfant fasse, je sais pas, du foot, du tennis, n'importe quoi. Et s'il est dans un fauteuil, il va peut-être pouvoir, mais en tout cas pas comme je l'avais imaginé. Ça, c'est une certitude. J'avais ce désir et du coup, maintenant, ça a créé beaucoup de peur derrière. Mais il faut savoir que derrière chaque peur, il y a un désir profond. Et donc, en tant qu'individu, euh, toutes les peurs qui sont générées par cet enfant nous mettent de plus en plus dans des boîtes et c'est ça, enfin, vraiment j'aimerais mettre l'accent là-dessus ce soir, c'est sur ça vraiment qu'il faudrait, qu'il faudrait bosser, c'est ok, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de le laisser tout seul, j'ai peur qu'il ne réussisse pas, j'ai peur euh, de jamais retrouver de travail, j'ai peur que mon couple, comme tu disais, explose en vol, j'ai peur, si jamais j'ai plus de couple finalement, j'ai peur de ne plus jamais être en couple, de ne plus jamais retrouver qui que ce soit. Derrière chacune de ces peurs, vous pouvez vous poser la question de quels sont vos désirs. Si j'ai peur de ne pas réussir, c'est parce que j'ai le désir de. Si j'ai peur d'échouer, c'est parce que j'ai le désir de réussir. Si j'ai peur que mon couple vole en éclats, c'est parce que j'ai potentiellement envie de continuer de créer un univers rassurant et familial autour de moi. Si j'ai peur de ne plus jamais retrouver l'amour, c'est parce que j'ai le désir de vivre une grande histoire d'amour. Et c'est à partir de ces désirs-là qu'on peut mettre de l'action derrière et qu'on peut mettre des choses véritablement en place. Euh, Quand on s'est parlé et qu'on a décidé de faire ce Neurolive ensemble, c'était vraiment pour parler aux parents, leur donner l'envie et l'énergie nécessaire pour retrouver de l'élan, Ouais. vraiment de la vie, de l'énergie, de l'envie. Parce que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour soi, mais c'est aussi vraiment très bénéfique pour ses enfants. Donc, c'est comment réussir à faire ça. Et vraiment, déjà, accepter d'avoir peur, nommer ses peurs, accepter d'avoir peur. J'ai peur de ça, et c'est OK. Ça permet de définir, comme je disais, quels sont les désirs derrière ça. Et en fonction des désirs qu'il y a derrière, ça permet de, si je sais pas, j'ai le désir de
plus sortir, où j'ai le désir de faire plus attention à moi, je vais pouvoir mettre des choses en place, des actions concrètes, même si c'est des toutes petites actions au départ, mais des actions concrètes pour arriver à mon objectif. Et ces toutes petites actions, je discutais avec différents parents avant ça sur ce thème, et c'est vrai qu'il y avait une maman qui me disait j'ai 2 enfants, mon mec est parti, j'ai pas d'argent, je ne peux pas travailler parce que j'ai 2 enfants handicapés. T'es bien mignonne, mais franchement, faire attention à moi et prendre du plaisir et avoir connecté à mes désirs et savoir ce dont j'ai envie, en vrai, j'ai pas le temps parce que quand la journée est terminée, j'ai juste qu'une envie, c'est seulement prendre une douche, si je peux, merci, et me coucher. Mais dans cet espace-là, dans le seul espace, par exemple, où vous pensez aujourd'hui avoir un minimum de temps, c'est-à-dire prendre une douche ou aller aux toilettes, dans cet espace-là, vous pouvez vous poser la question de quels sont vos désirs. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas cette énergie positive de vous placer du côté de vos désirs, placez-vous du côté de vos peurs. Essayez de lister, mais vraiment sur un papier, de lister vos peurs, toutes les peurs, même les plus inavouables ou les plus petites possibles. J'ai peur de traverser la route, je ne sais pas, des toutes petites peurs, vraiment notez-les pour pouvoir voir quels sont vos désirs derrière ça. Je pense que c'est quand il y a différents parents, parce qu'il y a différentes on a tous différents types d'énergie. Il y a des parents qui vont... Pardon, je pensais à tellement 10 000 trucs que j'ai perdu le fil de l'aiguille. C'était sur le fait de lister les peurs, pour après ensuite derrière chaque peur, en fait, finalement, il y a un désir. Et en gros, donc, tu disais qu'il y avait tellement de parents, très certainement avec, avec des peurs différentes, ou avec des quotidiens sûrement différents. Ouais, bon, je sais pas, écoute, c'est pas grave, ça va me En tout revenir. cas, moi, du coup, ce que je retiens, effectivement, c'est que si finalement, en fait, on apprend à positiver déjà, parce qu'on va, soit on a la force de comprendre nos désirs et en fait du coup d'agir parce qu'on a réussi en fait à cibler nos désirs aussi du coup c'est trop difficile pour nous. Alors, on va commencer par lister nos peurs et on va essayer du coup de transformer ces peurs là parce que derrière chaque peur donc, se cache un désir et que c'est avec ça qu'on va réussir ensuite à donner cette force pour pouvoir agir. C'est déjà en fait une première solution. Ah oui, c'est un pas magique, ça devrait être même une mécanique de pensée, quoi. C'est-à-dire Ok. que vraiment, quand on sent que... Et il y a certaines personnes qui associent la peur avec souvent une peur physique. Une peur, je sais pas, une peur des pigeons, une peur de mourir qui est la peur universelle. Mais les peurs, elles se placent pas que là. C'est-à-dire que si tout d'un coup on se rend compte qu'on a du mal à mettre en place des choses, qu'on se déprécie, qu'on tombe dans une espèce de déprime, c'est associé obligatoirement à des peurs. Ouais. Il y a ça, et puis en fait, du coup, là, c'est pareil, je rebondis un peu après, mais c'est normal, parce que je trouve une excuse nulle. C'est pas, en fait, tu as employé un mot qui est super important, selon moi, acceptation. Tu as parlé d'acceptation. Et je pense qu'en fait, tant que. Parce que l'acceptation, elle est à différents niveaux. Hein. Il y a l'acceptation de la situation de notre enfant, il y a l'acceptation de notre propre vie aussi, et après, comment en fait, après, derrière, on peut agir. Ouais. Mais ça passe par de l'acceptation. Et en fait, sans acceptation, je pense que c'est difficile non, de pouvoir avancer. En fait, j'appelle ça la responsabilité, sauf que là, dans le, dans le cadre de ce live, c'est difficile d'appréhender ça en 30 minutes. Parce que tout d'un coup, on entend responsabilité, ça pique un peu, on entend faute et fautif. Ah oui. Responsable, fautif. Ah oui, oui. Alors que j'envisage ça comme devenir responsable vraiment de sa vie, c'est accepter que les choses soient ce qu'elles sont. Vraiment. Oui, je comprends. Et je crois que ouais, c'est... On est responsable en rien, finalement, en fait. On est responsable en rien sauf que
on est responsable à 100% de tout, en fait. Mais non pas des événements et des faits. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable d'avoir un enfant qui a une difficulté. On est responsable de ce qu'on en fait et de comment on vit les choses. Et attention, hein, c'est bien joli sur le papier, hein, c'est de la pratique quotidienne et régulière de réorienter les choses et ses envies et ses pensées, parce que c'est pour ça que je dis dire ça comme ça au bout de 30 minutes, ça peut piquer un peu, et effectivement, il y a des gens qui peuvent se dire t'es bien gentil, mais ta responsabilité, là, ça me fait un peu chier. Mais, et en plus, moi qui en ai bien conscience, il y a des jours où j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être responsable, j'ai envie de tout péter, je suis en colère, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de tout laisser tomber, etc. Et c'est normal. Et ça aussi, comme tu disais, ça fait partie de l'acceptation, en fait. Je crois qu'il vaut mieux accepter ces états plutôt que d'essayer de leur échapper. Comme je dis toujours aussi, pour sortir d'une pièce, il faut d'abord y être entré. Et pour les émotions, c'est exactement pareil. Si on essaye toujours de se casser, de jamais rentrer dans l'émotion, de la vivre pleinement, on ne pourra jamais en sortir. On essaie toujours d'y échapper, on essaye toujours de courir, puis il y a l'émotion derrière qui est là, ah, je vais te rattraper, je vais te rattraper. Et c'est terrible, mais mieux vaut rentrer à fond si vous êtes triste, vraiment au bout du rouleau là, en ce moment. Soyez au bout du rouleau jusqu'au bout, quoi. Soyez vraiment triste. Profondément, écrivez les choses, vraiment. Le papier et le crayon, c'est peut-être à l'ancienne, mais vous pouvez le faire sur un ordinateur, c'est pas. Mais le voir écrit, voir le mot comme ça, le faire, l'écrire, vraiment, je pense que c'est important pour mieux accepter les choses. Et gardez ça en tête, quoi, que pour sortir d'une pièce, il faut d'abord y être entré. Les émotions, c'est la même. Pour sortir de sa tristesse, il faut y aller, il faut plonger jusqu'au bout et ne pas se dire mais j'ai pas le temps, il faut que je sois forte, et puis il faut que je l'emmène, et puis il faut que je sois une bonne femme, il faut que j'assure, il faut que je tienne mon boulot, il faut... Et il y a un moment, en fait, la machine pète, quoi. Il n'y a plus de soupape, quoi. Encore une fois, par contre, on sait à quel point en fait, c'est difficile. Il faut être ultra fort quand même pour réussir à faire ça. Donc après ça, c'est chacun y arrive comme il peut. Nous-mêmes, en fait, parfois en tant que praticien, on a, tu vois, ce côté où les parents, justement, en fait, se sont défoulés. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils envoient en fait, je sais pas moi, une page, deux pages, trois pages parfois. Et moi, je sens qu'à justement, c'est de l'acceptation de la situation de leur enfant. Donc, même si derrière, tu vois, il n'y a pas de consultation, hein, c'est simplement en fait, que du coup, on a servi à. Ils ont balancé tout ce qu'ils avaient à balancer. Ils nous ont envoyé ça. Parce qu'il fallait en plus qu'ils l'envoient, tu vois, à quelqu'un pour dire bah voilà, entendez-moi ce que j'avais à dire. Et puis après, bon, chacun après, du coup, justement, évolue comme il le peut sur les jours, mois ou années qui suivent. Mais on a aussi ça, effectivement, tu vois, ce côté. Alors, j'ai rarement des manuscrits, mais effectivement, Ouais. le mail comme ça, en fait, où du coup, ils nous balancent la situation de leur enfant, ça, en tout cas, moi-même, là, à titre perso, je l'ai souvent. Et je sais très bien que c'est parce que, bah voilà, il fallait que ça sorte, tu vois. Oui, c'est sûr. Il fallait que ça sorte. Après, j'aimerais bien répondre à quelques questions. Bien sûr, bien sûr. Tu veux qu'on fasse. Ok. Je- Bah, alors là, du coup, pour les gens en fait, de Facebook, sachez que c'est sur le groupe Good Morning Conscience je vais, sur Instagram. je vais lire les questions Ouais, vas-y, je t'en auxquelles prie. je vais... Enfin, pas les questions, mais les pensées. En tout cas, je lis Émilie qui dit je ne pense pas qu'un accident soudain et si grave survenu sur la chair de notre chair soit acceptable un jour. Le tout, c'est d'apprendre à vivre avec. Ouais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette histoire de responsabilité, ou appelons-le aujourd'hui acceptation. Effectivement, c'est que euh, ça dépend de quel point de vue tu te places, en fait. C'est que ne, ne pas l'accepter, ne pas faire la paix avec, d'une certaine manière, c'est toujours se bagarrer contre. Et s'il y a bagarre,
Si vraiment il y a combat, en fait, dans les émotions en soi, il n'y aura jamais de vainqueur, vraiment. Personne ne sera vainqueur de rien, en fait. Et ça, c'est difficile parce que l'idée, c'est pas. Il y a, il y a accepter et que ça nous passe par-dessus la jambe. L'idée, c'est pas ça. Ça passera jamais par-dessus la jambe. Mais je crois que l'accepter en tant que tel, en tant que fait, comme c'est aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Enfin, on ne peut pas faire autrement que ça. Alors, surtout que, est-ce que du coup je peux faire part ou pas de mon expérience en tant Bien sûr, qu'hypnopraticien? bien sûr. Parce que du coup, forcément, je suis confronté en fait tous les jours à des situations différentes. Mais du coup, exerçant avec les enfants, bah, forcément, je suis amené aussi à voir un peu comment les parents réagissent par rapport au handicap ou aux troubles de leur enfant. Tu as des parents qui ne veulent pas justement en fait, accepter parce que accepter, c'est poser une étiquette. Sauf que si vous, en tant que parent, vous ne posez pas l'étiquette sur votre enfant, vous inquiétez pas, c'est la société qui le fera. Et donc, c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de bon. Vouloir ultra préserver ou protéger son enfant, c'est tout à fait normal, bravo, excellent, il faut absolument continuer comme ça. Mais si vous voulez en fait le protéger, le préserver parce que finalement vous êtes plus ou moins armé pour accepter telle ou telle chose et devoir l'assumer devant la terre entière, c'est lui derrière en fait, qui tous les jours est confronté au regard des gens. Donc c'est lui qui de toute façon tous les jours est confronté au regard des personnes qui le jugent et qui vont le juger. Je pense que justement lorsque tu parles d'acceptation, et c'est excellent je trouve comme terminologie, accepter les choses, c'est admettre les besoins spécifiques de son enfant. Évidemment que l'enfant ne se résout pas qu'à ça, ne se résume pardon, pas qu'à ça, évidemment. Mais c'est accepter qu'aujourd'hui, l'enfant, dans telle situation, il ne peut pas faire telle ou telle chose. Et ça, pour le coup, ce n'est pas le dévaloriser. Au contraire, c'est l'aider. Pourquoi? Parce que on va lui faire comprendre, et ça, pour le coup, il n'y a pas d'âge pour la prise de conscience, en tout cas la sensibilisation à l'enfant lui-même de ses propres difficultés. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. C'est de lui expliquer, bah voilà, tu vois là, aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais c'est pas grave, on va s'entraîner, on va faire ci, on va faire comme ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, sinon de lui-même, en fait, il ne comprendra pas pourquoi il n'y arrive pas. Et le fait qu'il se dise, bah, pourquoi je n'y arrive pas, c'est lui, encore une fois, qui morfle, parce que du coup, c'est lui qui est ultra frustré, c'est lui qui est hyper dévalorisé, qui va manquer de confiance en lui, et qui ne comprendra pas pourquoi le retour des adultes n'est pas celui qui est attendu par l'enfant lui-même. En sachant aussi que il y a justement, il y a des étapes, il y a des âges dans la prise de conscience. Alors évidemment, ça dépend plus ou moins du handicap. Mais les enfants, lorsqu'ils ont moins de 8-9 ans, ce sont des enfants qui suivent. Ah, j'arrive pas à faire ça, j'exprime ma frustration de telle ou telle façon, mais je vais pas prendre le temps de réfléchir du pourquoi il se passe comme ci, pourquoi c'est comme ça. Juste, je fais en fait avec ce que je suis capable de faire et je subis le feedback le retour des adultes et des autres enfants. Entre 9, 11 ans, 12 ans, il y a cette prise de conscience. Mais pourquoi pour un tel c'est plus facile et pas pour moi? Et du coup, et c'est là où en fait il tombe vraiment très très bas au niveau du moral, parce que bah, c'est une prise de conscience réelle du handicap. Et ça c'est dur, Mm. forcément. Pourquoi pour un tel c'est plus facile? Pourquoi moi je dois travailler autant que ça? Pourquoi moi je peux pas aller jouer au foot? Pourquoi moi tu me fais pas confiance pour que du coup je fasse du vélo tout seul dehors? Bref, il y a tout plein de choses en fait qui arrivent aux alentours de l'âge de 10 ans. Et donc là, forcément, c'est ultra dévalorisant pour l'enfant. Raison de plus pour encore plus l'accompagner. Si il avait été sensibilisé encore plus avant, peut-être que justement, il y aurait moins eu cette phase de grosse prise de conscience. Parce qu'il aurait été habitué à. Même si là, évidemment, les handicaps, c'est une réalité, une inégalité entre les Ouais. handicaps. Et puis après, pour du coup les ados, les grands ados, ok, là en fait, du coup, il y a je sais ce que j'ai, d'accord? On généralise, hein, mais bon, je sais ce que j'ai et je sais que j'ai besoin de ça pour avancer. Et Mhm. c'est là où, là, pour le coup, donc là, encore une fois, bah, nous, en tant que parents, il faut être là, évidemment, pour son enfant. Et finalement, il pourra, alors, il vous le reprochera jamais, hein, ah, mais pourquoi moi, quand j'avais 4 ans, tu m'as pas dit que j'avais ci, j'avais ça? Il vous le reprochera pas.
mais c'est quand même important en fait justement d'accepter les choses plus tôt on peut le faire, de sensibiliser. Évidemment, c'est très très difficile parce que bah, du coup c'est une réalité, c'est prendre conscience d'une réalité, mais moi qui vois aussi ce qui peut se passer lorsque les choses ne vont pas être clairement exprimées, bah, c'est des familles qui sont foutues, c'est des couples, c'est des parents qui se séparent, c'est une fratrie qui est ultra désorganisée, conflictuelle, où il y a de la jalousie, il y a pourquoi maman accompagne une fois par semaine mon frère chez l'orthophoniste en plus que je ne connais pas, du coup elle n'est pas disponible pour moi. Pourquoi mon frère, en gros, il a le droit de faire tout ce qu'il veut et en plus il a le droit d'éclater ma chambre, mais personne ne lui dit rien, personne ne le gronde. Donc finalement, en fait, en sensibilisant, en expliquant les choses, on se rend compte que même si évidemment c'est très 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 difficile, ça amène normalement en fait à un équilibre familial et personnel très probablement plus serein. Mhm. Ça, c'est comment moi je vois les choses en consultation. Après, du coup, je suis désolée, mais je reviens toujours à Tu reviens toujours en fait. ce dont je voulais parler à la base, c'est-à-dire prendre soin de soi en tant qu'individu. On ne vit pas dans un monde de bisounours et j'y vis absolument pas vraiment. J'ai bien conscience de la situation. J'aimerais bien. J'ai bien conscience de la situation, mais il y a plein de difficultés qui nous arrivent chaque jour et qui vont encore arriver effectivement avec l'âge des enfants qui grandit, etc. C'est de nouvelles difficultés, de nouveaux questionnements, etc. Et c'est aussi pour ça que plus on aura rechargé ses propres batteries, vraiment en tant qu'individu, en tant que personne, et non pas en tant que ni parent, ni épouse, ni mari, ni rien du tout, vraiment en tant que personne, plus on sera disponible pour supporter les galères qui vont arriver encore, les, les, les questionnements, les baisses de morale de notre enfant, les colères, enfin, tout ce dont on a déjà conscience pour certains qui ont des enfants euh, déjà assez grands et pour ceux qui ont des enfants petits, toutes les questions qu'on se pose. Moi, j'ai un enfant de 3 ans, je me les pose ces questions. J'ai vu tout à l'heure quelque chose passer. J'ai peur pour elle, j'ai peur qu'elle ne puisse pas faire ce qu'elle veut dans la vie, qu'elle puisse pas faire le sport qu'elle a envie, qu'elle puisse pas faire les activités qu'elle a envie. Et oui, c'est frustrant. Et oui, on est dans l'anticipation, clairement, en se disant, j'ai peur qu'il soit malheureux de ça, de cet handicap et de cette obligation de devoir faire certaines choses et pas d'autres. Alors qu'il va voir, il ou elle va voir ses petits copains, petites copines pouvoir faire ci et ça, et puis lui, c'est pas possible, ou elle, c'est pas possible. C'est compliqué, mais du coup, vraiment, je crois que je voulais vraiment parler de cette clé ce soir, c'est que plus on, plus on sera bien avec soi d'une certaine manière, pour prendre des mots simples, et plus ce sera facile d'accompagner notre enfant. C'est important de retrouver de l'énergie quelque part et c'est différent pour chacun, vraiment. Et il y a différentes problématiques, comme je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui savent ce qu'ils ont mis de côté et ils aimeraient y revenir. Alors ça, c'est facile, d'une certaine manière, c'est plus facile. Mais il y a aussi ceux qui ne savent plus du tout quoi faire. Franchement, je dois être honnête. Moi, je me suis posé la question, là, il y a 1 an et demi. Je savais plus ce qui m'animait, je savais plus ce que j'avais envie de faire, vraiment. Alors, j'étais à 100%, j'avais beaucoup d'énergie pour Jack. Mais pour moi, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie? Où j'ai envie d'aller? Pourquoi je me réveille le matin? Au-delà de ça, au-delà de notre enfant, au-delà de la vie familiale, parce que je dis notre enfant, mais effectivement, Gabriel le disait, il y a aussi les fratries qui en pâtissent, quoi. Ça doit être difficile tout d'un coup d'avoir
d'avoir plusieurs enfants à gérer. Moi, j'en ai qu'un seul et je vois déjà le boulot, quoi. Donc, avoir d'autres enfants à gérer émotionnellement, c'est compliqué, quoi. Parce j'imagine que là, du coup, il y a encore la culpabilité qui déboule. De se dire, ouais, mais je peux pas lui donner moins à lui parce il est dans le besoin, mais en même temps, je donne pas assez à l'autre, et puis encore différemment à l'un, et puis il m'en veut, et puis c'est la bagarre, etc. Euh, voilà, un tout petit tips quand même. Conseil. La méditation, c'est quand même. Alors, je sais que ça fait sûrement rire, mais pour recharger un peu les batteries et puis éclaircir le cerveau. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, il y a des jours où j'ai l'impression de ne plus avoir d'espace dans le disque dur. Et il faut faire reset un peu là et puis créer un peu d'espace. Et je trouve que la méditation, ça ne veut pas dire être en demi-lotus et faire des incantations ou avoir une position chelou. La méditation, c'est juste rester assis sur une chaise et mettre son attention sur sa respiration. Voilà. Et ça permet aussi après ça, je crois que ça permet d'être plus clair, d'avoir l'esprit plus clair et d'être plus clair dans ses peurs, hein, du côté négatif, mais dans ses désirs aussi. Ouais, se retrouver soi-même. Ouais, c'est important. On a beau avoir les plus gros malheurs de la terre, on a quand même des désirs, j'en suis certaine, tous. Et c'est important de se connecter à ça. Bah, de toute façon, je pense que les gens d'Instagram et de Facebook n'hésitaient vraiment pas en fait à aller voir donc, le compte de Maud, hein, donc Good Morning Conscience sur Instagram. Tu disais aussi que tu avais une page, hein, également sur Facebook. Pour le coup, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que justement, tu partages quand même pas Ouais, mal ouais. de tips. Et puis, C'est plus au global, hein, oui. c'est pas spécialement pour les parents d'enfants à besoins spécifiques, hein, Mm. c'est vraiment pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à me poser des questions de toute façon. Si ça vous va, en fait, ce qu'on va faire, alors justement, ah, c'est super, ce que tu fais. Justement, en fait, je voulais faire exactement la même chose, mais avec les gens de Facebook. C'était pour voir, en fait, si les gens de Facebook, en Ouais, gros, si on pouvait pas répondre ok. à leurs questions. Ça te va? Et du coup, inversement, les gens, coucou, des Good Morning Conscience, n'hésitez pas donc à rejoindre le groupe Neurolive sur Facebook. Attends, pendant que tu regardes, Ouais, du je t'en coup, prie. je réponds à Vous avez Christelle. vu, on avait tellement d'écrans. Alors, euh, ça, ce sont Attends. des partages d'expériences. Est-ce qu'il y a Punaise, je suis des... encore tombée. Pardon. Ça m'arrive. Euh, Est-ce que du coup, il y a des questions? Non, c'est vrai, voilà, du coup, c'est beaucoup de partage d'expériences. ouais, Merci d'ailleurs. Pas mal je de suis d'accord commentaires. avec, je suis d'accord avec toi, Christelle. Effectivement, je le dis aussi souvent, c'est que tout dépend de la sévérité de. Je suis désolée, mais je tombe. Alors attendez, je pense que je vais essayer comme ça. Hop. Tout dépend de la sévérité de l'atteinte, du handicap. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez, hein, on continue là-dessus, Ok, puis de toute façon, il y vas-y. a un truc. C'est normal. Euh, Donc alors, qu'est-ce qu'il disait? C'est Christelle, c'est ça? C'est Christelle. Ok, qu'est-ce qu'il disait, Christelle? Christelle, elle disait tout dépend de la sévérité du handicap. Ok. Euh, Effectivement, elle parlait de ça et elle disait que finalement l'acceptation, elle se plaçait à différents endroits au fur et à mesure de l'évolution. Euh, voilà, et que Carrément. donc je pense elle mettait ça en lien avec le fait que ben, si on a un enfant très lourdement handicapé, il est sûrement plus difficile d'accepter que si on a un enfant avec un handicap minime, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est 100% juste. 100% juste. Moi, ce que j'ai envie de dire, du coup, merci beaucoup pour tout ce partage finalement, là, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est un témoignage. Et puis en plus, donc, ce sont des conseils que tu donnes.
aux personnes qui pourraient être plus ou moins touchées en fait, par les mêmes problématiques et qui seraient donc concernées en fait, par les mêmes situations de vie. Évidemment que chaque personne réagit comme elle le peut, évidemment que les vies ne se ressemblent pas, que les handicaps ne se ressemblent pas, et que la réalité aussi, c'est que, bah oui, il y en a certains qui vivent dans une ville où il va y avoir 200 professionnels aux alentours et d'autres qui vivent à un endroit où le premier professionnel est à 3 heures de route. Tout ça, c'est une réalité, c'est vrai. Par contre, moi, je suis extrêmement reconnaissant parce que, bah, quoi qu'il en soit, en tout cas, tu nous as fait part donc, de ton témoignage. Tu as donné donc justement des conseils. Et pour le coup, ce qu'il y a de bien, c'est que là, très certainement, ce soir, bah, il y a des parents qui se sont sentis compris. Parce que justement, ils se sont dit, ah bah oui, c'est vrai, moi c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que j'ai traversé. Peut-être que malheureusement, c'est exactement ce que je suis en train de traverser, mais parce que ce soir, du coup, en fait, on a proposé, enfin, tu as proposé cette thématique et que du coup, on a pu le faire ce soir, bah, au moins, ce soir, il y a des gens et tout qui se sont sentis un petit peu moins seuls. Et rien que pour ça, en fait, déjà, c'est super. Maintenant, le tout, c'est de partager encore une fois les vidéos pour que ça puisse servir à un maximum de personnes. Je pense que très certainement, si tu es partante, on refera de nouveau une petite vidéo. La prochaine fois, on aura 10 écrans en face de nous. Voilà, il faut savoir que nous sommes les maîtres de l'organisation. Ça, il n'y a pas à dire. Et on reparlera également, en fait, j'ai oublié la personne qui avait posé sa question. Mais bon, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que déjà rien que voilà, ce soir, en fait, on a quand même pu aborder pas mal de points, hein, pas mal de points par rapport donc à la thématique. Maintenant, faut surtout pas hésiter à nous faire part de vous, en fait, vos expériences, votre vécu en commentaire. Enfin voilà, on est quand même assez actif sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à aller voir donc, ce qui se passe sur le groupe Good Morning Conscience. Et puis voilà. On n'est pas un handicap en tant que tel, mais très difficile à accepter. L'acceptation, Oui. mais c'est pas lié au handicap, l'acceptation. C'est difficile, quoi qu'il arrive. Ah, c'est sûr. Mm. Oui, c'est clair et net. Mais enfin, là, donc là, c'est pareil, hein. Je vous fais pas en fait de moi en fait ce que je vis. C'est bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui vont être dans le déni. Et rien que ça, en fait, et moi, enfin, je respecte ce déni parce que je le comprends aussi. Alors évidemment, ça n'aide pas forcément l'enfant, ça c'est une réalité. Ça n'aide pas vraiment l'enfant, mais c'est quelque chose en fait qu'il faut, là pour le coup, moi en tant que professionnel, accepter parce que je comprends et je respecte le fait que les personnes qui sont en face de moi ont ce qu'ils ont de plus cher au monde qui malheureusement peut présenter un handicap. Et ça, du coup, je le comprends. Et je sais que donc pour aider à surmonter ça, eh ben, il va falloir en fait y aller petit à petit. Mm. C'est une réalité, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il faut continuer d'en parler. On continue d'en parler. Ce qu'on est en train de faire là ce soir, c'est de la sensibilisation, c'est du partage. Les gens, du coup, se sentent compris et c'est typiquement par là qu'il faut passer. Et c'est que comme ça, et d'ailleurs, là, les personnes qui nous regardent, on a de tout. On a des familles, on a des étudiants, on a des professionnels, on a des enseignants, on a de tout. Et c'est que comme ça, en fait, que du coup, on arrivera à éveiller également les consciences par rapport à certaines choses de la vie, tout Mm. simplement. Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas pour toi? C'est super. C'est vrai. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à vous également. Prenez soin de vous.